point complet sur les sujets d'actualité de notre pays, le Togo. Deux sujets clés notamment tout à l'heure. Nous allons en parler. Merci quand même de renouveler votre confiance en Direct7. Dans cette émission, ça discute. Je le disais, deux sujets clés pour vous ce matin. Nous parlons de la nouvelle constitution. D'aucuns disent 5e République. Inconvénients, avantages, les mesures transitoires et surtout la réaction de la classe politique togolaise et surtout de la société civile. Bon, on parle un peu du rejet. Nous allons également parler de la santé, surtout avec ce reportage d'un média étranger. Nous parlons de France 24 qui a quand même circulé sur les réseaux sociaux des réactions de part et d'autre avec notre invité ce matin. Vous le connaissez bien sûr sur cette casquette ministre, secrétaire général du gouvernement. Aujourd'hui, il intervient plutôt en tant que délégué national des jeunes de l'Union pour la République. Monsieur le ministre, j'ai quand même envie de vous appeler comme ça. Bienvenue, bonjour. Merci, bonjour aux téléspectateurs. Je vous remercie de votre invitation. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Nous parlons de la Constitution, la nouvelle, bien sûr. Pour commencer, et si vous permettez, je voudrais quand même poser une question, comme un citoyen lambda, une question que bon nombre de Togolais se posent également. Sous quel régime nous sommes actuellement lorsque nous parlons? Est-ce le régime semi-présidentiel, 4e République bien sûr, ou régime parlementaire, 5e République? Merci pour cette question. La constitution de la 5e République a été promulguée le 6 mai 2024, faisant du système politique togolais un système parlementaire. Donc nous sommes depuis le 6 mai 2024 dans un système parlementaire tel que prescrit par la Constitution de la 5e République. Bon, juste on s'en tient à la promulgation, donc pour dire actuellement nous sommes dans la 5e République, si j'ai bien compris votre développement. C'est ce que la législation elle-même prévoit, c'est-à-dire que dès lors que la Constitution a été promulguée, les institutions, le système politique fonctionnera à partir de ce jour-là, à partir du jour de la promulgation, sous le régime prescrit par la nouvelle Constitution. C'est-à-dire que tous les actes, toutes les actions, toutes les démarches institutionnelles qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce nouveau test constitutionnel qui est le test de la 5e République promulgué le 6 mai 2024. Puisque la 5e République prévoit un certain nombre de dispositions à prendre, le président du Conseil, puisque nous le savons aussi, le gouvernement a déjà démissionné, il n'y a plus de... Voilà. Mais avant d'en arriver, dites-nous un peu, ou bien rappelez-nous, quelle était l'urgence pour le Togo de passer du régime présidentiel au régime parlementaire? C'était quoi l'urgence concrètement? Et pourquoi pas la fin des députés, l'ancienne mandature? Parce que ça a été fait à la veille. Le vote a été fait le 19 avril. Les élections législatives, c'est le vent. Et c'était quoi l'urgence de quitter le régime semi-présidentiel pour le régime parlementaire pour le Togo? C'était quoi l'urgence? La mise en œuvre du changement de régime par notre pays et sur la suite d'une proposition des élus de la nation, des représentants du peuple donc, était une démarche qui avait démarré depuis un certain temps. On se rappelle très bien le moment où la proposition a été faite. Alors, c'est des discussions sur cette question de l'urgence qui se sont tenues. Je pense que globalement, aujourd'hui, cette constitution est promulguée. Nous estimons qu'il est plus légitime et plus utile, quelque part. Et j'invite les collègues des médias aussi à aller dans ce sens. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus légitime et plus utile que nous consacrions le temps et l'énergie que nous avons à faire de la pédagogie et de la sensibilisation sur la mise en œuvre de la Constitution. Parce que, effectivement, des échanges ont déjà eu lieu en long, en large et en travers, si je puis dire. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle Constitution, nous avons un nouveau système institutionnel qui est là, qui se met en place progressivement, et donc nous gagnerions tous collectivement à travailler à une appropriation plus forte des institutions qui viennent de cette nouvelle constitution. D'accord, sauf qu'il y a des contestations qui continuent, en tout cas on va revenir tout à l'heure, mais dites-nous un peu ce que ça implique.
cette nouvelle constitution, cette 5e République, ça implique quoi sur la vie sociopolitique des Togolais actuellement? C'est quoi le changement, la nouvelle, que vous apportez concrètement aux Togolais à travers cette nouvelle constitution? Le premier changement est un changement qui vient même avec le nom du système politique, puisque c'est devenu un système parlementaire. Donc ça veut dire que, comme l'exposé des motifs le disait, le cœur vibrant de notre démocratie va se déplacer et va se situer désormais au niveau du Parlement, essentiellement au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui suppose que nous allons passer d'un système où le pouvoir était centralisé autour d'une institution, autour de l'institution présidence de la République, à un pouvoir plus décentralisé au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, avec des responsabilités plus fortes pour les élus de la nation. Ceci permettra, au lieu d'avoir un système très vertical, très centralisé autour d'une institution, d'avoir un système plus horizontal où le pouvoir émane effectivement de la représentation du peuple, ce qui permet d'avoir un système plus transparent, où la redevabilité est plus forte et où l'efficacité des institutions est vérifiée plus facilement, dans la mesure où on a un Parlement qui a plus de latitude et plus de pouvoir que dans le passé. Donc, en clair, voilà les apports qu'il y aura. À côté de cela, la Constitution de la 5e République, on s'attarde beaucoup dans les commentaires sur les institutions politiques, c'est-à-dire le président du Conseil, le président de la République. Mais il ne faut pas oublier que c'est une Constitution qui a réformer un certain nombre d'institutions majeures pour notre vie judiciaire, en créant la Cour de cassation, en créant le Conseil d'État, pour la transparence dans la gouvernance avec la haute autorité qui est consacrée à cette transparence-là, la APLUSIA qui va être réformée, la haute autorité des médias qui va elle-même être réformée également, le protecteur des citoyens, le médiateur de la République va devenir le protecteur des citoyens. Donc il y a quand même tout un corpus d'évolution qui sont contenus dans cette nouvelle constitution et je pense qu'aujourd'hui nous avons l'opportunité à travers justement ces échanges que nous avons avec les médias pour pouvoir faire de la pédagogie et mettre en perspective ces évolutions-là. Parce que c'est l'appropriation des uns et des autres qui va nous permettre de réussir cette bascule effective entre les institutions de la 4e et les institutions de la 5e République. Ça se fera quand? Parce que en termes de délai, donc on parle d'1 an, de 12 mois, j'en sais rien, mais confirmez-nous un peu, ça se fera quand ces mesures transitoires et concrètement, qu'est-ce qui sera fait? Quelles sont les étapes à suivre jusqu'à l'appropriation, jusqu'à, pour le moment, nous sommes dans la mesure transitoire, dans la phase transitoire, si je vous comprends bien, mais qu'est-ce qui se fera? Quelles sont les étapes à suivre jusqu'à la mise en place effective de toutes les institutions dont vous parlez? Merci beaucoup. C'est très simple en réalité. Ce n'est pas... je pense que peut-être qu'en disant d'aucuns parlent, non, je pense que ce ne sont pas ce qu'ils pensent qu'ils disent. En réalité, ils disent ce que la Constitution dit. La Constitution de la 5e République est très claire, son article 95. Et donc, pour donner une référence à tous ceux qui nous regardent, et je pense que nous gagnerions tous à nous approprier le texte, l'article 95 à l'article 100, puisque la Constitution comporte 100 articles, les 5 derniers articles, donc à regarder. Je pense que ça prend peut-être quelques instants de se les approprier. L'article 95, en réalité, qui prévoit que le pays, nous disposons d'un délai de 12 mois. Donc, c'est de ce délai que les gens parlent, c'est de ce délai c'est ce délai qui est évoqué. Donc, ces 12 mois, c'est évidemment un délai. Un délai, c'est une période maximale. Ça veut dire que dans cette période, il faut mettre en place les institutions. Ensuite, la question que vous avez posée est tout à fait légitime. Durant cette période, qu'est-ce qui se passe ? Durant cette période, ce qui se passe est très simple là aussi. D'abord, en premier lieu, les institutions issues de la 4e République peuvent continuer à fonctionner avec l'ensemble de leurs prérogatives, présidence de la République notamment, puisque c'est ce à quoi tout le monde pense, mais également les autres institutions, parce que la présidence de la République n'est pas la seule institution, mais comme nous focalisons sur cette institution, on en parle souvent, donc la présidence de la République notamment, et ensuite, le gouvernement qui sera issu d'un décret qui sera pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ensuite, évidemment, la mise en place des différentes institutions. La mise en place des différentes institutions, et là, on se réfère à la Constitution qui indique
que la première désignation du président du Conseil et du président de la République, la première élection du président de la République interviennent une fois que les deux chambres sont installées. Les deux chambres, de quoi on parle? La Constitution parle de deux chambres. La première chambre, c'est l'Assemblée nationale. La deuxième chambre, pour employer un langage simple, c'est le Sénat. Donc, on va dire, une fois que l'Assemblée nationale et le Sénat sont installés. Aujourd'hui, le processus pour l'élection des sénateurs est engagé, puisque nous avons vu le ministère de l'administration territoriale avoir des échanges avec les conseillers régionaux qui font partie du corps électoral. Donc, aujourd'hui, on en est à la constitution et à l'établissement de ces listes électorales. Les listes électorales qui vont élire les sénateurs. Les sénateurs sont élus aux 2/3 par un corps électoral composé des élus locaux, c'est-à-dire conseillers municipaux et conseillers régionaux. Donc, c'est cela qui va nous conduire à l'étape de l'installation de la deuxième chambre. Et donc, une fois que les deux chambres seront installées, si aujourd'hui les deux chambres sont installées, mais bien entendu, il y a une procédure. Quand le Sénat va être élu, il y aura, comme pour l'Assemblée nationale, il y aura la procédure classique, c'est-à-dire session de droit, l'élection des membres du bureau du Sénat. Et à partir de ce moment-là, la dynamique institutionnelle va se poursuivre et le président du Conseil sera désigné à ce moment-là et le président de la République sera élu selon les procédures qui sont prévues par la Constitution elle-même. Donc, en réalité, comme on le voit, il y a un délai qui est fixé et la Constitution a été, le législateur, dans sa sagesse, a prévu tout ce qui doit être fait dans cette période-là. Donc, tout est en marche et le processus suit son cours de manière cohérente et naturelle. Une question d'un téléspectateur qu'on a eu à discuter en off hier avec un collègue. Il se demandait, bon voilà, il n'y a plus de gouvernement. En tout cas, c'est selon lui. Parce qu'il a... Lui, il a appris, comme tout le monde, aussi la démission officielle du gouvernement. Et on parle des affaires courantes. Vous venez de l'évoquer également. Bon, les affaires courantes suivent le cours jusqu'à la fin de cette phase transitoire également, où à un moment donné, il sera peut-être nommé aussi un autre Premier ministre en attendant, je ne sais pas. Parce que nous savons qu'il y a certains ministres qui sont actuellement députés, voire même d'autres présidents de l'Assemblée nationale. Je veux parler du ministre ADD. Bon, comment on remplace ces ministres-là? Quelle est la procédure à suivre? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire jusqu'à la fin de cette phase transitoire? Merci beaucoup. Vous parlez de deux sujets. D'accord. Le premier sujet, c'est techniquement, quand on parle d'un gouvernement qui a présenté sa démission et que le chef de l'État a chargé d'expédier les affaires courantes. L'expression « expédier les affaires courantes » veut dire qu'il faut traiter les dossiers qui sont en cours. Il faut continuer à les traiter. Et que le moment venu, l'autorité, la haute autorité qui a le pouvoir de désigner un gouvernement, mettra en place un gouvernement qui, à ce moment-là, va avoir la plénitude et va mettre en œuvre les actions. Ça ne veut pas dire que l'État s'arrête, ça ne veut pas dire que le gouvernement s'arrête. La preuve, quand vous regardez, ne serait-ce que le JT de la télé publique ou même sur les réseaux, vous voyez bien que il y a des activités ministérielles qui se poursuivent. Et il y a des activités, quand je dis des activités ministérielles, ce ne sont pas forcément des activités avec les ministres, c'est des activités des départements ministériels. Donc il faut voir que les départements ministériels sont des administrations qui fonctionnent au-delà de la personne des ministres. Donc les administrations continuent à fonctionner, les engagements qui sont en cours continuent à être honorés, les dispositions qui doivent être prises continuent d'être prises naturellement. La deuxième question que vous évoquez, c'est celle du fait qu'on puisse avoir des élus qui sont membres du gouvernement. Justement. Qui sont membres du gouvernement. Ce qui est certain, c'est que dans une république, c'est un processus assez normal que des personnes qui ont été nommées, et je pense qu'on devrait s'en réjouir, des personnes qui ont été nommées estiment à un moment donné qu'ils doivent solliciter le suffrage du peuple à travers l'élection. Et donc maintenant qu'ils ont été élus, le moment venu, encore une fois, quand un nouveau gouvernement sera désigné, on verra très bien qu'il n'y a pas de complications à avoir. Ils ont servi hier au gouvernement, ils servent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il faut les féliciter pour avoir fait cette démarche-là et pour avoir eu la confiance de leurs pairs parlementaires. Et je pense que les choses se mettront en place naturellement quand le gouvernement sera mis en place.
Vous parliez tout à l'heure de pédagogie, lorsque j'avais parlé, j'avais évoqué en tout cas la question de l'urgence, qu'il faut évoluer, d'accord. Mais vous convenez toujours avec moi qu'il y a une partie de la classe politique, de l'opposition surtout, et aussi de la société civile qui conteste toujours cette 5e République. Et l'élément clé, en tout cas avancé, c'est l'article 59 qui parle du référendum pour couper court. Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas risque lorsqu'il y a toujours cette contestation-là, par cette partie, disons une partie de la classe politique, de l'opposition, de la société civile? Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas risque par rapport à la stabilité du Togo, stabilité politique du Togo? Naturellement, il y a toujours, et heureusement, il y a toujours des discussions, des appréhensions des uns et des autres. Et je suis en quelque sorte satisfait du fait que vous ayez parlé d'une partie de la classe politique, parce qu'il y a une autre partie de la classe politique qui est engagée dans la démarche qui est celle qui a été prise par notre pays. Et il y a une partie de la société civile aussi qui est engagée et qui considère que c'est la bonne dynamique qui est en cours. Donc c'est des débats, c'est des discussions qui sont là, et la question de la stabilité, elle tient à la qualité des institutions. Et justement, la Constitution prévoit des institutions de qualité avec une articulation qui est solide, qui permettra d'avoir une stabilité politique, puisque c'est la question que vous évoquez. Mais ceci étant, cela ne veut pas dire qu'il y a une volonté de faire l'autruche ou de ne pas voir qu'il y a des appréhensions ou des considérations qui émergent. C'est pour cela que, dans tous les cas, la pédagogie, la sensibilisation, les séances d'échange se poursuivront et permettront, nous l'espérons, de convaincre les uns et les autres de rentrer dans cette dynamique-là. Vous savez, dans plusieurs pays, quand il y a eu ce type de changement, il y a eu des débats qui, quelques années après, parfois ont paru être des débats un peu anciens, ou en tout cas qui ont été dépassés. Et nous savons que notre pays a les capacités de les dépasser. Évidemment, quand nous nous référons à l'expression du suffrage, puisque c'est un des éléments, un des indicateurs de la démocratie, quand nous nous référons à l'expression du suffrage et aux dernières élections, nous avons tendance à considérer qu'en tout cas, il y a une bonne frange de la population qui a compris cette dynamique et qui y a adhéré. Donc aujourd'hui, les sensibilisations et les échanges se poursuivront. Il n'y aura jamais assez de pédagogie, il n'y aura jamais assez d'appropriation, et c'est cela qui nous permettra justement de réussir le pari de passer de manière fluide et logique à cette 5e République. Nous revenons un peu sur votre casquette actuelle aujourd'hui, puisque certes vous avez fait une analyse d'une façon générale, mais vous êtes ici en tant que délégué national des jeunes du mouvement Unir. Pourquoi concrètement vous, à Unir, en tant que jeune, vous avez forcément adhéré à tout ce qui est proposé aujourd'hui, que ce soit pour la 5e République, la vision? C'est quoi vous trouvez de concret qui vous amène à suivre forcément cette vision-là? Dites-nous un peu. Nous sommes dans un parti politique qui a été créé, le Parti Unir. Je rappelle un peu l'histoire, puisque vous nous demandez. Nous sommes dans un parti politique qui a été créé pour rassembler les Togolais. Parce que, comme le chef de l'État a eu à l'écrire, je renvoie les uns et les autres à lire ce qu'il a écrit lors de la présidentielle 2020, en parlant de ses engagements. Nous ne voulons pas, en tant que jeunes, être prisonniers d'un passé. Le passé de notre pays, c'est le passé. Il y a eu des situations particulières, et nous voulons, avec la vision du chef d'État, avec son leadership, avec la manière dont il a compris les problématiques auxquelles nous avons à faire face, nous pouvons dépasser les difficultés, les pesanteurs que nous avons connues. Et la création du Parti Uni préside de cela. Un parti qui, effectivement, a vocation à rassembler toutes les générations, à rassembler toutes les couches sociales, à rassembler parfois au-delà des appartenances politiques classiques. Et quand on l'a vu au moment de la création du Parti Unir, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les membres fondateurs venaient de quasiment, d'abord de tous les horizons politiques, et ensuite de toutes les régions de notre pays, et sinon de toutes les préfectures de notre pays. Ça, c'est l'histoire. Et donc, c'est cette pluralité, cette inclusion qui nous a
qui est un élément fondateur de notre adhésion à la vision du chef de l'État. Ensuite, il y a effectivement le leadership même du chef de l'État, le type de leadership qu'il imprime à notre pays, qui fait que par sa sagesse, par son ouverture au dialogue, par sa vision pour le développement de l'économie fondée sur la promotion du secteur privé, il arrive à imprimer une marque de développement à notre pays. Notre pays a eu des progrès énormes, a fait des pas de géant, même si nous ne nous rappelons pas toujours, nous étions jeunes à l'époque, encore plus jeunes à l'époque, si je puis dire. Nous étions jeunes, nous ne nous rappelons pas toujours les années difficiles que notre pays a connues pendant les années de troubles sociopolitiques. Il a fallu se relever de ces années de troubles sociopolitiques. Ce qui fait que parfois, je le dis en une minute, pas pour nous excuser, mais parfois quand on fait des comparaisons entre nous et d'autres pays, nous considérons que pendant que ces pays continuaient leur marche vers le progrès, notre pays a été sous un embargo ou sous des sanctions qui ont fait qu'on a eu un temps d'arrêt. Pendant qu'eux, ils continuaient, nous, on a eu un temps d'arrêt. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas à rougir devant ces pays-là, même s'il y a des défis qui restent à relever. Ensuite, le leadership du chef de l'État, il ne faut pas se le cacher. C'est un leadership qui est reconnu, qui est salué à l'international, qui est salué en Afrique de l'Ouest pour son sens du dialogue, pour son approche de ces problématiques-là, qui sont des problématiques difficiles. C'est-à-dire quand il y a des difficultés chez les voisins, quand il y a des questions de sécurité, des questions de stabilité politique, et il a cette hauteur d'esprit qui permet de dire, OK, on va avancer avec les gens, on va aller progressivement, on va chercher des solutions, on va dialoguer, on ne va jamais s'arrêter. Et il applique cela, et ce qui fait que c'est important. Ensuite, il y a la promotion même des jeunes et des actions en faveur de la jeunesse, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'éducation, avec des structures comme les IFAD, des instituts de formation en alternance pour le développement, qui sont une vision du concret. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le bac plus 5 qui est important, c'est le fait de faire un bac plus 3 à l'Institut de formation en agriculture pour le développement, en pisciculture, en aquaculture plutôt de Lavagnon, de pouvoir s'installer après en Angbeto, que l'État vous mette à disposition des cages flottantes pour que vous puissiez faire la pêche et l'élevage de tilapia sur le lac Nangbeto. Aujourd'hui, les jeunes y sont installés sur le lac Nangbeto. Ça, c'est la vision, une vision claire et précise. Donc voilà. Je ne veux pas... Non, je comprends. Je vais finir, s'il vous plaît. Oui. Voilà quelques éléments qui caractérisent notre adhésion à la vision de son Excellence, M. Faure et Sozimna Niassimi. À vous attendre parler, c'est comme si tout va mieux pour la jeunesse, avec tout ce que vous avez, la disposition prise par le chef de l'État, et bon, toutes les mesures concrètes prises au niveau de la jeunesse. À vous attendre parler, c'est comme ça va quoi, pour la jeunesse. Bon, il y a plus quelque part des growths, des insuffisances. Tout est parfait pour la jeunesse aujourd'hui, au point de ne pas se plaindre. Je pense que peut-être que je ne l'ai pas dit, j'ai parlé de défis. J'ai parlé d'une dynamique qui est engagée malgré les difficultés, malgré le potentiel démographique que nous connaissons, qui est que nos pays, de Togo ou d'autres pays, nous faisons face à une croissance démographique importante et donc aux besoins qui vont avec. Oui, il y a toujours des problématiques. Oui, il y a toujours des souhaits et des besoins à satisfaire. C'est important de le dire, c'est important de le reconnaître. Et je pense même que s'il y a bien, si vous avez suivi la campagne du Parti Unir, s'il y a bien un parti qui reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il y a encore des choses à faire, c'est bien le Parti Unir. Et nous sommes, en toute humilité, en allant vers les populations pour dire quelque chose de très simple. Il y a des actions qui sont menées. Il ne s'agit pas de les glorifier ou de se gargariser avec ces actions-là, mais c'est juste de manière pragmatique et réaliste de les reconnaître, de dire voilà, il y a telle action. Quand il y a aujourd'hui des jeunes agriculteurs qui bénéficient de la subvention aux engrais et qui s'installent, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que demain, le fait, typiquement pour répondre à votre question, le fait de bénéficier de la subvention aux engrais ne veut pas dire que demain, ça vous assure le rendement de vos produits agricoles. Il faut travailler pour cela. Il faut encore qu'on vous accompagne. Et par exemple, il y a l'agence de transformation agricole qui va prendre des jeunes par la main, qui va les accompagner dans ce cadre-là. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des actions qui sont menées, il y a des défis qui continuent de subsister, qui se transforment tous les jours. Les défis, le propre de ces 5 dernières années, ce sont des défis inattendus. On a eu la Covid,
On a eu la crise mondiale qui a déclenché une inflation pas possible. On a eu la crise sécuritaire qui s'est accentuée, notamment pour les populations de l'extrême nord. Et on a la crise climatique. La crise climatique, c'est on ne sait plus exactement quand est-ce qu'il faut semer, on ne sait plus s'il faut devancer la saison, on ne sait plus ce qui se passe. Et ça a un impact très fort sur nos populations. Et donc les gouvernants, aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, s'adaptent à cela et apportent des solutions au fur et à mesure que les problèmes se posent à elles et souvent essayent d'anticiper ces problèmes-là. On rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec Kanka Malik Natchaba, ministre secrétaire général du gouvernement, mais qui intervient aujourd'hui en tant que délégué national des jeunes mouvements. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire que je suis ancien ministre secrétaire général du gouvernement. Je ne suis plus en poste vous avez pas, justement, bon. Ici, on garde le titre de ministre. Non, sans problème. D'accord. Alors, qui intervient en tant que délégué national du mouvement des jeunes, surtout unis. Et je m'adresse surtout à vous, chers téléspectateurs qui êtes jeunes. Vous l'avez écouté en tant que jeune aussi. Vous pouvez quand même laisser aussi vos questions sur notre page, en tout cas nos comptes et nos pages Facebook et bien d'autres. Vous pouvez quand même lui poser des questions. S'il y a lieu, il peut quand même revenir ici. Il est en tout cas notre invité pour vous répondre à vos différentes questions. Bien sûr, dans cette émission, ça discute. Vous connaissez le canal. Vous pouvez quand même nous appeler directement pour laisser également vos réactions. En tout cas, on va vous donner le numéro à la fin. On continue maintenant avec le second sujet. Là, ça concerne la santé, le domaine de la santé, le reportage à circuler, bien sûr, sur la toile. Mais avant de revenir, on va juste marquer une toute petite pause, le temps de vous permettre de souffler et de revenir. Retour en studio, bien sûr, dans cette émission, ça discute. L'émission qui vous permet quand même d'avoir plus d'explications à travers nos différents invités dans différents domaines. Là, nous parlons un peu plus de la politique, mais aussi de la santé. C'est les deux sujets clés à l'heure du jour. Aujourd'hui, nous avons un peu parlé de la nouvelle constitution, la 5e République. La question était claire, sommes-nous oui ou non dans la 5e République? Notre invité nous a répondu. L'invité s'appelle Kanka Malik Natchaba. Bon, lui dit ancien ministre, mais je l'appelle ministre secrétaire général du gouvernement qui intervient aujourd'hui, bien sûr, en tant que délégué national du mouvement des jeunes UNIR. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Très bien. Nous passons à la santé. La santé avec ce reportage qui a circulé sur la toile, un reportage d'un média étranger, France 24, qui fait état quand même de certain nombre de choses au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Votre regard en tant que citoyen togolais d'abord, et pourquoi pas en tant que délégué national des jeunes, du mouvement des jeunes unis. Merci beaucoup. Le premier point, on va peut-être aller sur la forme et sur le fond. D'accord. Sur la forme, je pense que il y a quelque chose de, disons, qui nous interroge sur les méthodes qui sont parfois utilisées pour, disons, porter certaines informations à la connaissance du public. Nous comprenons tout à fait que les médias que vous êtes puissent être dans une dynamique d'informer les citoyens, ce qui est logique puisque c'est leur rôle, et il existe un cadre pour cela. Et l'ensemble des médias, je pense, dès lors qu'ils s'engagent dans ce travail-là, s'inscrivent dans ce cadre-là. Ce cadre est régi par des tests, par des démarches, par des procédures. Et parfois, on a l'impression que la démarche est biaisée à dessein. Pour quel objectif? C'est vrai qu'on s'interroge. Bon, on ose penser, pour être bienveillant, que c'est peut-être par méconnaissance de certaines procédures que cela existe, mais quand même, on n'est pas si naïf que ça. Et on se pose vraiment beaucoup de questions. Et nous pensons que dans cette dynamique, dans la dynamique de respect mutuel, vous avez parlé d'un média vous qui avez utilisé l'expression média étranger, c'est-à-dire les fonds de ce média sont des médias qui sont des fonds qui viennent, qui sont des fonds qui ne sont pas des fonds nationaux, et qui conduisent à ce type de démarche et qui ensuite
nous considérons que pour faire un travail dans une institution encore aussi sensible qu'un hôpital, où il y a des malades, où il y a des personnes qui viennent pour se faire soigner, où il y a des personnes qui ont un certain droit à une vie privée, à la protection de leurs personnes, etc. On a vu des personnes dans ces vidéos dont le visage n'était pas forcément flouté, etc. Il y en a certains aussi qui ont quand même le visage flouté. Oui, mais il y a eu aussi des gens dont le visage n'était pas flouté et qui... cela peut se faire, mais selon un certain cadre. Je pense que s'il n'y a rien à cacher de la part de la personne qui veut faire ce type de travail, il est aisé de rentrer en contact avec les responsables et de solliciter, comme vous m'avez sollicité ici, avec un process clair. Et si ce process ne convient pas, peut-être qu'on peut envisager de trouver des formules. Et c'est ce qui, moi, m'interpelle en premier lieu. C'est le premier point qui m'interpelle. Et donc, voilà. Maintenant, sur le fond, vous avez évoqué les situations particulières. Je pense que le ministère de la Santé lui-même s'est prononcé sur cela et a indiqué que des actions étaient en cours, que des efforts étaient faits pour pouvoir justement pallier à ces difficultés-là. Le reportage a eu comme angle, comme on dit dans les médias, comme angle le fait qu'il y avait un mouvement d'humeur. Des personnels assistants qui réalisent un certain nombre d'actes qui ne doivent pas réaliser, qui ont refusé de le faire et qui fait qu'il y a un afflux de personnes. Et cela les a conduits à interroger des gens qui sont au CHUSO, du personnel donc, qui parlaient de cette activité. Il se trouve qu'au CHUSO, ça c'est la direction du CHUSO qui l'a dit, et que cela n'a pas été contesté jusqu'à présent, il n'y a pas de personnel de ce type-là au CHUSO depuis plusieurs années, de nombreuses années. Ce n'est pas 10 ans, c'est depuis de nombreuses années. Et cela a été déjà dit. Pour une raison toute simple, c'est que justement, ceux qui font ce genre d'opération préfèrent, entre guillemets, rester autour de Lomé, etc., pour d'autres raisons que vous et moi nous connaissons. Nous n'allons pas revenir là-dessus aujourd'hui. Et donc, fondamentalement, c'est-à-dire que l'angle qui a été pris, en réalité, si on voulait travailler sur ce sujet-là, peut-être que le meilleur endroit, ce n'était pas là où il n'y a pas ce type de personnel, justement, qui fait un mouvement. C'est le plus grand hôpital de Lomé, peut-être. Non, justement. Même si c'est le plus... C'est comme si on veut démontrer quelque chose, absolument, même tout en sachant que le personnel qui est en mouvement de grève ne fait pas partie de ceux qu'on va trouver au CHUSO. Mais je comprends ce qu'on veut dire. On veut dire, parce qu'ils font la grève ailleurs, il y a un mouvement de foule vers le CHUSO, ce qui suppose que ce qui a été montré est un mouvement exceptionnel, lié à un mouvement de grève. Si je vais au bout de la conséquence surtout. Voilà, des conséquences, donc une conséquence qui intervient à un moment donné parce qu'il y a un mouvement de grève. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le même temps, si le reportage s'était approché de l'administration, il aurait noté que, il n'y avait pas ce type de personnel au CHUSO, ça c'est le premier point. Deuxième point, il aurait intégré aussi le fait qu'il y a eu un arrêté dans les jours qui ont précédé qui a reconnu la qualité de ces personnels-là et donc qui a répondu à leurs préoccupations. Un certain nombre de primes à accorder. Voilà, un certain nombre de primes. Cela aurait pu être dit, puisque l'objet c'était cela, mais cela n'a pas été dit, dont acte, mais je pense que la HAC est sur le dossier, etc. Je fais juste quelques observations de profane, très sincèrement. Et ensuite, on aurait pu aussi parler, je ne dis pas que c'est la sinécure, mais on aurait pu parler de ce qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années, s'agissant de la santé de la mère et de l'enfant. Puisque on sait qu'il y a le programme Karma qui existe, la gratuité en tout cas la réduction des frais de la césarienne, et on a vu comment ça a permis de faire baisser le taux de mortalité dans ce domaine-là. Et le deuxième élément dont on aurait pu parler, je pense que peut-être que cela ne rentrait pas dans le cadre de la ligne éditoriale qui a été adoptée, le programme Wezu qui a été lancé, que tous ceux qui connaissent le domaine de la santé de la mère et de l'enfant reconnaissent comme étant un programme qui a contribué énormément, surtout parce qu'il a apporté une réponse aux soins prénataux.
c'est-à-dire aux soins qu'on donne avant, effectivement, qu'on arrive au moment de l'hôpital. Et que ça a permis de réduire le nombre de personnes qui arrivent en situation de détresse au moment d'accoucher. Et enfin, on a aussi, et cela aurait pu être résolu si les approches avaient été faites au niveau de l'administration, on a le fait qu'on a 5 hôpitaux mères et enfants qui sont en construction dans notre pays. Il y en a un tout simplement pas loin d'ici, à Togblé-Copé, que Madame le Premier ministre avait eu à visiter à l'époque, qu'on peut visiter, que s'il demande à le faire, il aurait pu le faire. Et même si on tape sur Internet, visite Madame le Premier ministre, hôpital mère et enfants de Togblé-Copé, on voit les images sans aucun problème. C'est des images publiques qui existent et il y en a un en construction également à Moblo, il y en a un dans toutes les préfectures, hein, à Nié, Sotoubois, Dankben, il y en a qui sont dans toutes les régions plutôt, pas préfecture, dans toutes les régions. Et celui d'Amoblo, là pareil, il suffit de googliser, visite du maire d'Amoblo, hôpital mère et enfants d'Amoblo. Et si vous avez l'occasion, Amoblo c'est 2h, 2h30 d'ici, on prend la route de Palimé, on y est tout à l'heure, on voit ces constructions-là. Donc vraiment, c'est un tableau qui est complet, qui existe. Et je pense qu'il y a des réalités, des difficultés qu'il faut accepter parce qu'on ne peut pas les nier, c'est des réalités. Et il y a aussi des actions qui sont menées pour justement répondre à ces réalités-là. C'est ce que je peux dire par rapport à cela. Vous avez évoqué un sujet qui m'interpelle aussi, parce que j'avais aussi suivi une formation des médecins où on parlait d'insuffisance de certaines spécialités en fait, en termes de chirurgie, où on parlait même seulement d'une vingtaine pour le Togo. Vous avez dit, pour certaines raisons, peut-être qu'on ignore ici, sur le plateau, il y a des gens qui veulent seulement rester à mais j'en sais rien. Mais il y en a d'autres qui ont carrément quitté le Togo, voilà, pour rendre service ailleurs. Et quelle analyse vous faites de cette situation? Peut-être qu'il n'y a pas de conditions voilà, qui puissent les permettre de rester. Pourquoi il y a insuffisance de ces spécialistes-là, hein, au point que d'autres voilà, puissent intervenir dans le domaine, qui ne sont pas vraiment des chirurgiens, mais puissent intervenir jusqu'à conduire à ces mouvements durs? J'ai caricaturé un peu. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, avec les différentes données, les différents chiffres, etc. Mais si on prend une analyse globale, je me rappelle, pour juste faire un éclairage personnel, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais eu à rédiger un rapport sur les déserts médicaux, mais à l'époque c'était dans un département français, parce que je faisais mes études et donc en tant que stagiaire j'avais eu à faire, parce qu'il y avait un désert dans ce département-là. Mais vous savez, c'est des problématiques qui sont des problématiques assez longues et complexes. Parce que si vous parlez des conditions, je pense que si vous allez dans des pays voisins, dans tous les pays africains connaissent ces problématiques-là. Dans tout ce qui est métier de pointe. Métier de pointe parce qu'à un moment donné, il y a des besoins assez pointus et assez récurrents de l'autre côté, où là, on est prêt à mettre un certain nombre de capacités financières pour avoir la possibilité d'attirer le personnel. Vous voyez, que ce soit quand vous allez dans les hôpitaux dans certains pays du monde, des pays comme les Émirats, etc., il n'y a quasiment pas de national dans ces hôpitaux-là. Tous ceux qui occupent des fonctions sont des gens qui viennent de pays étrangers, le Nigeria, le Pakistan, c'est-à-dire des pays qui ont un revenu par habitant un peu plus bas en général. Ce n'est pas une situation dont on se satisfait, évidemment. Et je pense que le ministère travaille là-dessus, à notamment avoir plus, et je crois que la dernière fois, le ministère a pris un acte pour en tout cas avoir une motivation pour les zones qui sont difficiles, pour les agents qui sont affectés dans ces zones-là, pour justement permettre que quand on est affecté dans certaines zones, on puisse avoir un certain cadre qui permette justement de mener son activité de manière convenable. Bref, c'est pour dire que c'est une problématique qui est complexe. C'est une problématique qui ne peut pas se régler, notamment par le simple argument de c'est une question de moyens. Je pense qu'il y a il y a parfois des choix individuels, des choix personnels, que nous ne pouvons pas contester parce que c'est d'abord la volonté individuelle qui prime et qui fait que nous sommes face à cette réalité-là. Mais je pense que, encore une fois, c'est
parfois aussi un sursaut collectif qui est nécessaire. Qui est nécessaire, et pour faire face à des difficultés qui sont récurrentes par rapport au niveau de vie général, pas non seulement de notre pays, mais général, dans la sous-région ou dans des géographies comme les nôtres. Lors des élections, on en a entendu parler, le cas des RFI, je crois bien, et puis maintenant c'est France 24, vous avez dit la question sur le dossier, mais aussi l'ambassade du Togo, l'ambassade de France au Togo également, qui comptait un certain nombre. Est-ce que cela ne risque pas peut-être de créer un certain nombre d'incidents entre le Togo et la France à travers ce sujet-là? Ça, je pense qu'il revient aux autorités compétentes qui s'occupent des sujets diplomatiques de vous répondre. Moi, personnellement, je n'ai pas les éléments concrets. Des éléments concrets pour parler de ces sujets-là. J'invite les compatriotes sur tout sujet, sur toute problématique, à faire eux-mêmes leur propre démarche, de s'informer sur les médias locaux. Les médias existent et font un travail intéressant d'analyse. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'il y a de plus en plus cet écosystème médiatique national qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations. Et il faut aussi accepter d'avoir des informations ailleurs. Et il faut aussi accepter qu'il y ait des éditorialistes qui parfois s'expriment. C'est leur point de vue. C'est leur point de vue et nous l'acceptons. Et il faut distinguer aussi, je pense, je ne suis pas spécialiste encore une fois, il faut distinguer l'éditorial du reportage, parce que l'éditorial c'est une chose, on donne son point de vue, le reportage c'est quelque chose de plus factuel, c'est ce que nous on sait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut distinguer les deux. Parfois on a juste l'impression qu'il y a une confusion qui fait qu'on se retrouve parfois dans certains reportages à être un peu moins factuel pour servir une ligne éditoriale. Mais si ce n'est pas le cas, encore une fois, je pense que les responsables de la régulation le démontreront. Il faut être assez relax par rapport à ça. Ce n'est pas une crise, c'est une question de conversation pour s'améliorer les uns les autres, tout simplement. Merci à vous. On vous rappelle, vous qui êtes chers téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque fois sur DIRA7, que nous sommes avec Kankamale Natchaba, délégué national du mouvement des jeunes unis, mais ministre bien sûr, secrétaire général, on le rappelle chaque fois. Vous pouvez lui poser vos questions à travers nos différents canaux que vous connaissez bien sûr. Laissez-vous vos réactions. On reviendra si possible bien sûr sur ces différentes réactions-là. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez vous adresser peut-être surtout à la jeunesse, puisque là, vous avez votre casquette de jeune. le délégué national des jeunes. Non, pour une classe politique, d'accord, mais vous adressez surtout aux jeunes, même si vous voulez partir du général. Mais je voudrais que vous terminez surtout sur ce point, au niveau des jeunes. Merci. Pour vos mots de fin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'invite mes frères et sœurs, mes jeunes frères, à profiter de cette période qui va s'ouvrir, qui est une période de retrouvailles en famille. Certains vont entrer dans leur milieu respectif pour aider les parents. Certains vont rester à Lomé et vont être auprès de leurs parents. Profitez de ces moments pour bénéficier de la sagesse des parents, de leurs conseils, parce que quoi qu'on dise, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde compliqué, où vous avez à faire face à des choses qui sont effectivement difficiles, et des médias sociaux, des informations qui ne sont pas toujours exactes, qui vous aiguillent vers des choses qui sont compliquées. Donc, il faut se construire sa personnalité et être un jeune qui se pose chaque matin une question que j'aime bien répéter. C'est la question que les volontaires nationaux du Togo se posent et qui est leur slogan, c'est « Je m'engage, je fais ma part ». Chacun d'entre nous peut faire sa part dans la construction de notre beau pays qui a besoin de nous tous. Et comme le dit son Excellence M. Faure Essozi-Mnanya Singbe, aucune pierre ne doit manquer à la construction de ce bel édifice qu'est notre pays, le Togo. Et votre pierre est importante. Dites-vous cela chaque matin, votre pierre est importante pour la construction de cet édifice national qu'est notre pays, le Togo. Merci beaucoup. Merci également à vous, M. Kankamale Natchaba. Normalement, après les mots de fin, il n'y a plus de questions posées, mais il y en a une qui est venue dans ma tête, l'autorisation de la poser s'il le faut. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui faites l'émission. Oui, d'accord.
nous sommes en période de vacances scolaires. C'est par rapport à vos mots de fin. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Période de vacances scolaires, ce qui veut dire qu'il y a eu des examens et les résultats sortent déjà. Absolument. Justement, si nous prenons le probatoire, nous étions à 78%, actuellement c'est 71, baisse. Prenons le BEPC, dans les 81, actuellement nous sommes à 40 et quelques. Autrement dit, en deçà même de 50%. Sur ces deux résultats clés, quelle analyse vous pouvez nous faire? Pourquoi tellement cette baisse? Que ce soit pour le probatoire, on attend pour le bac, on verra bien si encore baisse, mais surtout pour le BEPC, c'est une chute drastique, hein, de la 80e jusqu'à 40. Bon, il y a des questions qui se posent. D'abord, c'est bien que vous reveniez dessus. Ça me donne l'occasion de féliciter ceux qui ont réussi à ces examens. Ce n'était pas facile. La preuve, vous avez donné les taux, donc on les félicite et on les encourage pour la suite. Et les taux, j'ai toujours envie de dire... quand ça monte, nous l'acceptons. Donc quand ça baisse, il faut aussi l'accepter. En disant, quand ça monte, nous acceptons que cela traduit une certaine réalité. Quand ça descend, il faut aussi accepter que cela traduit une certaine réalité. Je pense qu'il y a probablement eu des ajustements par rapport à un certain niveau de nos jeunes élèves. Je ne pense pas que cela a été un résultat d'une volonté ou de quoi que ce soit. Donc il faut... les analyses se feront, on analysera, il faut analyser une trajectoire sur une longue période. C'est-à-dire que le résultat qu'on constate aujourd'hui s'est préparé il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. Le résultat de l'année dernière de la même façon, etc. Et je pense que ces analyses-là nous permettront de voir ce qui est fait et pourquoi on se retrouve avec ce niveau par rapport aux différents examens. Mais je pense que l'intérêt des uns et des autres, c'est d'avoir non seulement des élèves qui réussissent, mais des élèves qui ont le niveau pour réussir effectivement. Merci à vous. Voilà, bien sûr, à la fin de cette émission, ça discute. Merci de nous avoir suivis. Nous étions bien sûr avec Kaka Malik Nachaba, ancien ministre, secrétaire général du gouvernement, actuellement sur ce plateau avec la casquette du délégué national du mouvement des Jeunes Unir. Il nous a quand même fait part de son analyse, en tout cas sa compréhension des faits. Deux sujets étaient bien sûr au cœur de cette émission. Nous avons parlé de la nouvelle constitution, les avantages et les inconvénients, tout ce qui va avec, surtout avec les mesures transitoires. La classe politique, disons une partie de la classe politique de l'opposition et puis de la société civile qui conteste, en fait, il a eu à donner quand même son avis. Autre sujet, c'est la santé, surtout avec ce reportage de France 24, également analyse et commentaires. Merci de nous avoir suivis. On rappelle que vous pouvez toujours laisser vos réactions sur nos différents canaux. Vous les connaissez, page Facebook, compte YouTube, il y a le Twitter et bien d'autres. Le numéro, si vous le voulez. Bon, je ne sais pas si ça voudrait qu'on donne le numéro, mais en tout cas, allez sur nos pages et on verra. Bon, alors merci de nous avoir suivis et disons à très bientôt pour un nouveau numéro de Ça Discute.